Aujourd'hui, je vous emmène découvrir Thomas Gibaud, qui va nous faire découvrir l'entreprise Pixis Suisse dans laquelle il opère. Pixis Suisse est une entreprise qui fait vivre à leurs clients de nouvelles formes d'organisation permettant l'émancipation de chacune et de chacun. Ceci se fait au travers des méthodes agiles, de la facilitation, de la formation et du coaching. Vous allez entendre Thomas, qui est un passionné de sa boîte et qui considère que sans elle, il serait une pâle version de lui-même. Bonjour et bienvenue sur Human First, le podcast business qui parle plus d'humain que de chiffres. À chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de professionnels qui ont osé voir le monde du travail différemment. Comment ? En plaçant l'humain au cœur de ses priorités et de sa stratégie. Je suis Cécile Chaperon, entrepreneuse, RH, coach et militante pour un monde du travail plus épanouissant et plus responsabilisant. Et maintenant, place à notre invité du jour. Bonjour Thomas. Bonjour Cécile. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous parler de la gouvernance et du management chez Pixis ? Ouais, carrément, avec plaisir. Écoute, chez Pixis, on est une boîte qui avons à cœur de pousser assez loin les concepts de l'auto-organisation. Et donc, très vite, dans notre fonctionnement, on s'est posé la question de à quoi ça ressemblerait d'opérer une boîte en étant guidé par l'envie d'avoir aussi peu de règles que possible. Et donc, aujourd'hui, dans notre fonctionnement, il n'y a quasi aucune règle, si ce n'est celle d'être présent une seule fois par semaine, les jeudis après-midi, pour 4 heures de conversation autour de quelles sont les tensions, besoins, envies autour de la manière dont on fonctionne chez Pixis. Et donc, chez Pixis, notre processus de gouvernance, il est basé quasi exclusivement sur la communication non violente et sur la capacité que chacun de nous a de rendre transparent et explicite aux autres ses envies, ses élans, ses besoins ou ses éventuelles tensions. Et de faire confiance à un processus de conversation très poussé, très authentique, sur le fait de pouvoir avancer ensemble. Et donc, depuis, Pixis fête ses 10 ans aujourd'hui, et le fait est qu'on est passé de 2 à 6 personnes, bientôt 7, et que depuis tout ce temps-là, il y a très peu de règles qui jalonnent notre fonctionnement, que ce soit sur les salaires, les congés, le type de mission que l'on peut prendre. Tout ça est défini par des conversations. Donc en quelques mots, Pixis c'est une société de 6 personnes aujourd'hui qui fonctionne de manière tout à fait plate et qui a confié sa gouvernance dans un processus de conversation, je dirais, authentique et profond. Alors là, c'est bien la première fois qu'on me dit que notre gouvernance est définie par les conversations. Et j'adore le terme. J'aime aussi beaucoup ce que tu as dit sur le fait de rendre explicite les conflits, la communication, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Vous entendez quoi par là ? Ce qu'on valorise énormément en fait chez Pixis, c'est la capacité que chacun d'entre nous a en tout temps de 1, être très authentique sur ce qu'il ressent, envie, besoin, tension, et 2, d'être aussi très bon dans sa capacité à le mettre en forme pour qu'il soit compréhensible, recevable pour ses collègues. Et donc c'est cette double compétence nous qu'on le recherche très fort. Et donc, ça nous amène à avoir des conversations autour de « je ressens que mon salaire n'est plus juste et j'aurais aimé avoir une conversation avec vous sur les modalités d'augmentation, la durée à laquelle ça peut se passer ». Ou ça peut être aussi des éléments sur « je sens que la manière dont on a de gérer les absences aujourd'hui n'est plus juste pour moi et j'aimerais qu'on se mette d'accord sur comment on souhaiterait avancer là-dessus ». Et l'idée, c'est qu'en tout temps, on essaie autant que possible de ne pas avoir besoin de règles pour adresser une situation, mais plutôt comment on est capable, via des besoins, via des stratégies, de combler le besoin ou l'attention de la personne sans pour autant inscrire une nouvelle règle à notre fonctionnement. Et elle vient d'où cette idée de ne pas mettre de règles ? Parce que on pourrait, dans les auditeurs, etc., on pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à mettre des règles ? Donc elle vient d'où cette conviction-là ? En fait, ce qu'on souhaite, nous, c'est que pour nous, Pixis, c'est un véhicule à travers lequel on accomplit à la fois nos élans individuels et une raison d'être de la boîte. Et donc nous, notre vision, c'est que c'est à la société, à la structure de l'organisation de s'adapter à nos envies, à nos besoins, et non pas l'inverse. Et donc, pour nous, moins on a de règles, plus on garde le cadre qui est Pixis, modulaire, et on lui développe la capacité de s'adapter à ce qui est important pour nous, précieux pour nous, en tout temps. Et donc, nous, on voit les règles comme une manière figée de répondre à un instant T, à un besoin, tension, et ça nous prive d'une forme d'évolution de la structure. Et donc, on préfère, d'une part, garder ce cadre-là très modulaire. C'est la première raison. Et la seconde, c'est que nous, on croit profondément que l'entreprise doit être un cadre de développement pour les individus. Et donc, pour nous, le fait d'utiliser
chaque situation comme une opportunité de conversation assez profonde sur les besoins de chacun, les envies de chacun, c'est une manière aussi de nous permettre de nous développer en nous confrontant à certains sujets. Je peux te donner des exemples pour rendre ça peut-être un peu plus concret pour les auditeurs. Dernièrement, on s'est posé la question, en lien avec une demande de ma part de réévaluer mon salaire, de est-ce que le fait que je demande une évolution de mon salaire implique que les autres doivent aussi avoir une augmentation de salaire? Et donc, ça nous a amené à discuter pendant 1h30 à 2 heures de égalité versus équité. Le fait de ne pas avoir de règles derrière ça, ça nous oblige individuellement à nous questionner. Ça a obligé mes collègues, pour le coup, à se questionner de tiens, est-ce que le fait que Thomas demande une augmentation fait naître chez moi l'envie de attends, mais moi aussi? Et si oui, quel est le besoin qui est sous-jacent? Est-ce que c'est un besoin d'égalité? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Est-ce que c'est un besoin d'équité, etc. Et donc, nous, on trouve très riche que chacun de nous puisse se responsabiliser autour de ces différents concepts. Et donc, on vit les questions très business, très corporate de l'évolution de la boîte comme des opportunités pour chacun de nous questionner sur où on en est sur ces concepts-là. Et pour nous, c'est un vecteur de développement de chacun de nous qui est assez puissant, en fait. Et ça ressemble à quoi, du coup, vos réunions du jeudi? Très concrètement, finalement, vous commencez comment? Quelles sont les règles de cette réunion? Yes. Allez, je te l'accorde, celui-là, Ok, celle-là, j'ai le droit. Alors, on a dissocié 3 types de rencontres du jeudi. Il y a la rencontre qu'on appelle, nous, opérationnelle, où là, le but, c'est vraiment, on dépote, tu vois, genre, c'est rien. On a une demande à nouveau client, on doit valider des comptes, on doit faire des notes de frais, donc c'est vraiment, on opère la boîte. C'est pas les plus sexy, mais elles sont quand même nécessaires. On a une deuxième qui est les rencontres collaboration. Donc là, le but, c'est, moi, je peux amener le fait que chez un client, je rencontre tel sujet, puis j'aimerais avoir la perspective de mes collègues, ou on a le besoin de monter une nouvelle formation et on souhaiterait en discuter ensemble pour avoir une offre collective. Donc ça, c'est le deuxième. Et enfin, le dernier, qui est le plus présent et le plus prenant, nous, on les appelait les contextes évolutifs. C'est de là où on amène des sujets qui sont vraiment liés à des questionnements assez denses, là où on va questionner de c'est quoi la manière dont on souhaite, avec laquelle on souhaite gérer les congés, c'est quoi l'égalité chez Pyxis, est-ce que tout le monde doit être associé chez Pyxis, qu'est-ce que ça veut dire que de posséder son outil de travail, puisque pour nous, Pyxis, c'est un outil de travail, la boîte est un de nos outils. Et donc, pour nous, c'est important que chacun possède son outil de travail. Donc, tu vois, ça va être des questions comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire l'actionnariat? A-t-on le droit de s'enrichir via l'actionnariat? Est-ce qu'on souhaite rémunérer le capital? Tu vois, donc ce sont vraiment des thématiques assez larges liées au fonctionnement de l'entreprise et qui amènent à des conversations assez denses. Et là, très concrètement, ce sont des conversations de 3 heures sur un sujet. Ouais, on est vraiment sur l'interne, parce que quand tu disais contexte évolutif, ça pouvait me faire penser aussi à le contexte externe est en train de changer. Est-ce qu'on se pose des questions sur nous en interne? Est-ce que... ça m'a fait penser à ça. Ouais. En l'occurrence, ça peut l'être. Tu vois, là, dernièrement, il y a des questions comme, tiens, on a de plus en plus de demandes. Nous, on a une boîte de conseil et de formation. On a de plus en plus de demandes. On pourrait recruter. Et là, se pose la question de, au service de quoi on recruterait? Quel sens ça fait pour nous de grossir? Quel sens ça fait pour chacun de nous? Au service de quoi on grossirait? Est-ce que c'est la fin du jeu de grossir? Est-ce que c'est ça le but d'une boîte que de grossir? Quel sens ça fait pour nous de rester petit? Voilà, ce sont des questions que chacun de nous se pose. Et où j'imagine on a tous un peu un avis différent. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Et c'est pour ça que les conversations sont très longues en général. Parce que nous, on trouve ça hyper riche, quoi. D'être capable de dire, tiens, pour moi, effectivement, je vois de la valeur à rester petit parce que j'ai pas envie de vivre avec la complexité que cela va amener de passer de 6 à 50. D'autres se posent la question de, ouais, mais c'est quoi l'impact quand on est 6 et quel impact on pourrait avoir à 50? Et donc là, on a des conversations autour de fluidité versus impact. Et c'est hyper riche, en fait. Ouais, j'imagine, j'aimerais bien entendre ces conversations. Ça m'intéresserait beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots comment s'est créé Pyxis, justement, parce que je sens qu'il y a quand même quelque chose d'important à nous expliquer sur l'histoire de la boîte, pour comprendre justement, est-ce que vous êtes associés, c'est quoi votre fonctionnement, mais ça l'a été comment dans l'histoire? En quelques mots, Pyxis, c'est né à Montréal il y a une 20aine d'années, et c'est né de 3 associés qui avaient pour intention d'opérer l'accompagnement de manière différente. Pyxis, aujourd'hui, ça a été très pollinisé, la vision de ce qu'est Pyxis, à savoir, il se trouve qu'on fait du coaching et de la formation, mais ce qui nous intéresse principalement, nous, ça ressemble à quoi d'opérer une boîte de manière un petit peu différente. Et donc, il y a plein de gens qui sont partis de Montréal et qui sont allés s'installer à Paris, à Singapour et à Genève, et qui ont créé des cellules de Pyxis. Et donc, c'est comme ça que Pyxis Suisse, l'entité dans laquelle je travaille aujourd'hui, est apparue et a été créée. Et aujourd'hui, donc, Pyxis, c'est un réseau de cellules auto-organisées et le réseau lui-même est auto-organisé. C'est-à-dire que chaque cellule fonctionne ensemble, mais il n'y a pas de gouvernance, si ce n'est des espaces de conversation pour gérer ce réseau-là aussi.
Et donc Pixis Suisse a été créé il y a 10 ans. Aujourd'hui, notre structure, on réfléchit beaucoup, puis on tord un peu la tête aux avocats sur... Pour eux, on est quand même complètement un peu à côté de la plaque. Quand on leur dit, on voudrait que les statuts ils puissent inscrire noir sur blanc que l'actionnariat n'est pas un vecteur d'enrichissement chez nous, et que donc c'est illégal que de sortir avec plus d'argent que l'argent qu'on a mis au départ. Là, les avocats, pour eux, ça zazit dans leur cerveau. Et donc aujourd'hui, on a une cellule qui est composée de 6 personnes, toutes associées de Pixis, et c'est comme ça qu'on avance. Et par exemple, toi, l'argent que tu as mis au départ, t'aurais pas envie qu'il puisse grossir un petit peu? En fait, c'est une question vraiment intéressante, c'est que nous, on considère que, encore une fois, Pixis, c'est un outil de travail. Et donc moi, je possède mon outil de travail, et c'est précieux pour moi de le posséder. Par posséder, j'entends, j'ai la capacité, en tout temps, de le faire évoluer en accord avec mes collègues et aligné sur mes besoins, envies, tensions. Et ça, pour moi, ça vaut beaucoup d'argent d'avoir ce leadership-là. Et donc, le simple fait de se dire que l'argent, il me sert à m'offrir cette liberté ou ce leadership-là, pour moi, c'est largement suffisant. Et aussi, le fait de rémunérer l'actionnariat, pour moi, ça nous amène dans un biais où l'argent est vraiment mis au cœur de notre fonctionnement. Et nous, c'est tout ce qu'on veut éviter. Pour autant, chacun de nous gagne très bien sa vie dans Pixis. Et Pixis est en super santé financière. Donc le sujet n'est pas là. En revanche, ce qu'on dit, c'est que pour nous, imaginons si la vie fait que dans quelques années, j'ai envie de quitter Pixis Suisse parce que c'est juste pour moi d'aller ailleurs, alors j'aurais pas envie de faire supporter aux gens qui vont rester dans Pixis le fait que je me sois enrichi via l'actionnariat. Et donc pour moi, c'est je mets 100 en entrée, je prends 100 en retour, et ça amène énormément de facilité sur les conversations de départ en fait. Ah ouais, ça permet de réfléchir les choses vraiment différemment. Et d'ailleurs, on le voit dans l'exemple Team for the Planet, Yes. les gens deviennent actionnaires sans attendre de retour financier en retour, et ça marche. Pour autant, c'était la grande critique qu'ils avaient reçue, c'était mais comment vous allez motiver des gens à venir investir de l'argent chez vous sans rétribution derrière, quoi. Rétribution pécuniaire. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, merci pour la nuance. Moi, je crois vraiment fort à ça. Moi, j'observe que chez Pixis, la qualité de mon engagement, elle va bien au-delà de juste l'intérêt financier. Si c'était juste une boîte qui me permettait de faire mass cash, je pourrais aller dans 50 autres, en fait, qui m'offrent ça. Et je trouve intéressant de réfléchir pour chaque entité, chaque organisation à quels sont les vecteurs, les moyens autres que la rétribution financière qui permettent de maintenir une forme d'engagement dans le développement et la vie de la boîte. Et ouais, moi, je trouve ça surpuissant, en fait. Et je suis sûre que ça oblige à penser plus qualité que quantité. Bah ouais. Et puis, c'est très corrélé, je trouve, à des notions comme, tu vois, pourquoi on grossirait, avec quel client on a envie de travailler, tu vois. Bah là, c'est beaucoup plus drivé par, tu sais, qu'est-ce qui fait sens pour nous, beaucoup plus que qu'est-ce qui va faire beaucoup de cash, quoi, en fait. Tu nous as dit donc, voilà, l'idée c'est qu'il y ait le moins de règles possible, qu'on soit auto-organisé, etc. Et en partant d'une façon de communiquer qui est la communication non violente, la CNV. Chez vous, ça marche comment, la CNV ? La demande que l'on fait, c'est que tous les membres de Pixis Suisse sont formés au coaching professionnel. Tous ne le pratiquent pas, mais pour nous, c'est une manière de nous assurer d'une forme de qualité de conversation qui est en fait le cœur de notre gouvernance. Donc en fait, être capable d'articuler des situations complexes en ayant de la clarté sur ce qu'elles génèrent pour nous et d'être capable de les retranscrire intelligiblement à nos collègues, pour nous, c'est une compétence clé dans la gouvernance de Pixis. Et donc, on est OK, tu vois, chacun de nous a fait un training à 15K parce que sans ça, on n'arrive pas à opérer correctement Pixis Suisse. Donc, nous, on a un budget colossal dans le développement de chacun de nous, en fait, parce qu'on est conscient que c'est au service de ce qu'on souhaite amener dans le monde et de la manière dont on a envie d'opérer Pixis. Donc, on est tous formés au coaching professionnel et chacun de nous passe énormément de temps soit à enseigner, soit à se former, soit à pratiquer la communication non violente. C'est vraiment au cœur de notre mécanique, donc ouais, c'est vraiment central. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots à nos auditeurs la communication non violente ? Vraiment simplement, puisque j'imagine que c'est à peu près acquis quand même, mais... J'imagine, en tout cas dans notre lecture, moi je la définirais comme, pour moi la communication non violente, c'est la capacité tout d'abord d'être très au clair sur ce qu'une situation, sur ce que la vie génère pour nous et ce qu'elle fait naître comme émotion, besoin, et d'être capable de retranscrire tout cela de manière à ce qu'on puisse rester dans une qualité de relation, de lien, malgré les éventuelles complexités des situations. Donc pour moi la CNV c'est ça, avoir la capacité, d'avoir une grande clarté sur ce qui se passe en soi, et d'être capable de le retranscrire
de manière à ce que le lien perdure. C'est comme ça que moi je le définirais en quelques mots. Et en partant de ses ressentis à soi et pas en parlant des autres. Yes, absolument. L'idée de la communication non violente, c'est vraiment de permettre à l'autre de comprendre comment une situation nous fait nous sentir, quelles sont les émotions, et d'avoir la capacité de discernement, de comprendre quels sont les besoins qui sont sous-jacents à ces émotions et de les mettre sur la table. Et nous, c'est ça qu'on cherche beaucoup à faire chez Pixis Suisse, c'est être capable de descendre dans un niveau de conversation où on va situer beaucoup plus au niveau des besoins que de la situation elle-même. Derrière une discussion sur tel besoin de telle formation ou de telle évolution de salaire, il y a un besoin de reconnaissance probablement qui se situe. Et nous, c'est là-dedans qu'on cherche à aller, avec la conviction profonde que plus on est capable de descendre au niveau des besoins, plus on peut se rapprocher de ce qui est vraiment important pour chacun de nous et d'être assez créatif sur toutes les stratégies possibles pour répondre à un besoin. J'ai souvent eu je vais pas dire cette critique, mais cette remarque quand j'interroge des gens qui sont consultants dans ce domaine-là. Ok, c'est super, ça marche vachement bien avec vous 7 qui êtes consultants. Voilà, vous êtes petits et vous êtes très alerte sur ces sujets-là. Est-ce que tu as déjà vu, ou alors est-ce que tu imagines possible, une organisation comme ça, avec beaucoup plus de monde et avec des gens qui seraient beaucoup moins familiers du sujet ? C'est la sempiternelle question, et Bah merci oui. de la poser, Cécile, évidemment. Tu vois, c'est sur toi que ça tombe, cette question, parce qu'on me l'a déjà dit. Mais c'est sûr. Et écoute, moi, j'ai beaucoup cheminé. Puis je sentais que dans le début de ma carrière, il y avait une partie de moi qui était là, oui, mais si, quand même, etc. Tu sais, qui avait besoin de plaire et de dire, ouais, ça peut le faire. Et en fait, aujourd'hui, je suis plutôt arrivé à une vision assez tranchée et assez assumée. Je pense qu'il est possible d'amener beaucoup plus de liberté dans la capacité d'exprimer ce qui est important pour soi. Pour autant, avoir un fonctionnement comme nous on l'a dans une boîte de 5000 personnes, c'est illusoire, je considère. Ou en tout cas, j'ai jamais vu opérer ça. Moi, ce qui me questionne, c'est que quand on me pose cette question, il y a souvent la phrase qui vient derrière, c'est le reproche de « bah ouais, mais en gros, ça marche parce que vous êtes petit ». Comme si, en fait, vous n'avez pas réussi à... Le vrai jeu, c'est d'être gros et de fonctionner quand c'est gros. Et moi, ça vient me questionner très fort, en fait, ça. Mais en quoi c'est mieux de faire ça à 10 000 que de faire ça à 5 ? Donc moi, c'est pas juste pour moi d'opérer dans une boîte de 5000 personnes. Et chez Pixis, aujourd'hui, maintenant, on est très au clair qu'on va pas chercher à convaincre que ça peut s'appliquer dans une boîte beaucoup plus grosse. On se dit juste, hey, pour nous, ça fait beaucoup de sens d'être petit, de rester à 10, malgré des opportunités business qui nous amèneraient à pouvoir être 50, 100 sans problème. On fait le choix conscient de rester à 7 parce que c'est ça la forme d'organisation qui est juste pour nous. Et dans ce cadre-là, alors... ce mode de gouvernance, il est pertinent, utile et il fait du sens pour nous. Moi, je pense qu'il y a certaines activités qui peuvent nécessiter éventuellement de grossir ou en tout cas des entreprises qui sont comme ça déjà depuis longtemps. Et en revanche, il y a des vrais ingrédients dont vous parlez, vous, entre 7 et qui peuvent vraiment venir incrémenter des cultures d'entreprise. Et je le vois dans des invités que j'ai où ils commencent à grossir, ils sont 100, ils sont 150, ils sont 200, 300... 3000, et où des ingrédients comme ça restent très forts. Effectivement, c'est peut-être pas une réunion les jeudis où on est tous ensemble, évidemment, mais par contre, il y a une vraie culture d'entreprise qui se met en route et où on a de la liberté, on a le droit de parler de ses émotions et des conflits et des besoins qu'on a, etc. Donc les ingrédients que vous avez finalement. Ouais, absolument. Je pense qu'effectivement, c'est très juste que tu amènes, Cécile, sur le fait qu'il y a des pratiques qui sont totalement implémentables dans des plus gros contextes. Parler juste sur la notion de la gouvernance au complet, je pense que ce serait compliqué pour les raisons que tu as évoquées. D'ailleurs, on ne va pas réunir X dizaines, centaines de personnes sur des bases aussi régulières. En revanche, c'est vrai que faire de l'entreprise un espace dans lequel on est capable, un, de s'exprimer plus authentiquement, et deux, comment on peut utiliser les enjeux ou les questions que pose notre organisation pour permettre à chacun des individus qui vit cet orga de se développer, moi j'y crois dur comme fer. Et c'est ce qu'on souhaite amener, nous, en fait, dans les organisations. Et puis ça peut peut-être être tout aussi régulier, ça peut très bien être tous les jeudis pareil dans une grosse boîte, mais par contre ça va se faire par plus petite entité. Absolument. On peut très bien avoir dans des grosses boîtes des petites gouvernances, des choses qui se font vraiment par groupe, par petits groupes. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je suis hyper aligné avec ça. Est-ce que tu aurais d'autres exemples que le salaire que vous discutez ? Tu t'as amené aussi l'exemple des congés. Est-ce que vous avez d'autres choses qui seraient vraiment d'autres exemples ? Juste, je me permets, parce que là aussi, notre fiduciaire et notre avocat a pété un plomb sur les congés. Nous, là, ce qui est inscrit dans notre contrat, juste pour l'anecdote, c'est que c'est un nombre de semaines minimum qui est inscrit dans notre contrat.
Et il n'y a pas de notion de maximum, mais on s'engage à prendre à minima 5 semaines de congé par an. Et le maximum n'étant pas défini et soumis à la discrétion de chacun. Qu'est-ce que ça donne du coup dans la pratique? Parce que justement, c'est des questions que j'ai souvent posées aussi à des invités. Et finalement, c'était difficile de prendre ce fameux minimum dans ce genre d'organisation. Alors du coup, l'idée, c'est que ça amène pas l'effet inverse. Ouais, absolument. Ce qu'il y a, c'est que le fait d'être petit, on est très au clair sur la réalité de chacun, en fait. Et donc, nous, ça arrive très souvent qu'il y ait des moves, et c'est arrivé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, si ma collègue Magali nous écoute, et on fait face à une Magali qui a une charge de travail très conséquente, et là, on peine à voir comment elle va prendre ses semaines de congé ou comment elle va rentrer dans un rythme plus soutenable. Et à partir du moment où elle a eu le courage de nous l'exprimer, nous, il y a une forte relation de comment on soutient pour que ça redevienne un rythme plus normal, soutenable, et comment il y a de la place pour du temps off de ton côté. Et quand même, malgré cela, je pense qu'on est quand même plutôt pas mauvais chez Pixie Suisse pour se questionner très fort sur l'équilibre qui est juste pour nous collectivement et pour nous individuellement. Et donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment été confronté au fait qu'on est plus à 1 semaine de congé qu'à 14, en fait. C'est plutôt l'inverse. On prend quand même pas mal nos congés. Et vous n'êtes pas capable de dire finalement s'il y en a qui en prennent vraiment plus que d'autres? En fait, encore une fois, vu qu'on veut pas de règles, le système avec lequel on fonctionnerait dans ces cas-là, c'est est-ce que l'un d'entre nous a une tension? Par exemple, je suis Thomas et je te dis, Cécile, écoute Cécile, je sens que en début d'année, j'ai énormément travaillé, puis je sens la fatigue, je pense que je vais prendre 6 semaines off. Si personne n'a de tension avec ça, parce que ma demande, elle va aussi venir avec le fait d'avoir étudié l'impact sur la boîte, sur les finances, sur mes clients. Si je suis capable de retranscrire ça et que personne n'a de tension, alors personne ne ressent le besoin de compter, en fait. J'ai un exemple que j'ai envie de te soumettre. Là, c'est vraiment mon ancienne casquette RH qui parle. Avec plaisir. Vous êtes tous consultants, donc j'imagine que vous avez des clients qui vous rappellent et qui vous appellent pour vous et pas forcément pour Pixis. J'imagine même que c'est la plupart du temps que c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passerait si à un moment donné, il y a quelqu'un qui a vraiment beaucoup moins de clients, donc où on peut imaginer du coup qu'il y a des indicateurs qu'ils seraient moins bons que les autres? Comment ça se passerait là si vous étiez confronté à ce cas-là? Waouh, c'est une belle question ça. Ce que ça m'amène, c'est 2 choses. La première, c'est que, tu vois, il n'y a pas longtemps, on a cherché à recruter un coach et ça nous a pris 2 ans et demi. Et donc, ce qu'il y a, c'est que on est hyper exigeant sur 2 choses. Un, la capacité à opérer dans ce genre de gouvernance. Ça demande des compétences pour nous de ça. Et aussi, vu qu'on est un tout petit cabinet, on veut se positionner avec des gens méga experts. Donc j'avoue, on fait un choix de pas grossir aussi parce que quand on recrute quelqu'un, on va avoir une forme de conviction sur le fait que ça va le faire en fait. Et ce choix-là, jusqu'à présent, écoute, depuis que je suis chez Pixis, on n'a pas eu ça. Donc tu vois, ça fait quand même ça fait un petit moment que je suis dans la boîte, ça fait 10 ans maintenant. Et j'ai pas eu encore de cas où l'un de nous avait pas de mandat en fait, dans la structure actuelle. Ok, donc en fait, vous avez une façon de recruter, de faire en sorte, de coopter presque la personne qui vient pour pas que ça arrive. Et si un jour, quelqu'un, je sais pas moi, tu te rends compte que c'est plus ta voie, t'en as marre de faire ça, et du coup, il y a un peu moins de résultats et ça devient moins bon. Comment, justement, là, c'est vraiment une question d'imagination. Comment vous pourriez aborder ça dans votre gouvernance? Moi, j'ai aucun problème à ce que on a une conversation sur comment on peut se soutenir. Puis on l'a déjà évoqué. Pour nous, c'est assez clair que la survie de Pixis, c'est précieux. Et donc, tu vois, par exemple, pendant le Covid, prenons cet exemple-là, où c'était indépendamment de notre fait, nous, on était très au clair sur le fait que si ça demandait pendant une période de cutter 30-50% de notre salaire dans le but de traverser cette période et que Pixis puisse survivre, alors c'était une évidence pour chacun d'entre nous, en fait. Je crois que c'est vraiment ça. Mon regard, c'est quand même que lorsqu'on a la chance de fonctionner dans une structure dans laquelle on a un gros leadership sur le fait de comment la boîte peut évoluer en lien avec nos besoins en vie, alors, moi, je sais pas, tu vois, Pixis, c'est un truc qui est complètement irrationnel. Tu vois, cette boîte, elle a changé ma vie. Elle a fait de moi une personne complètement différente. Donc, si ça demande 2 ans de couper mon salaire pour que cette boîte incroyable, elle perdure, tu vois, c'est un non-sujet absolu pour moi, en fait. Donc, ouais, je nous fais assez confiance et l'attachement est tellement fort à cette boîte et aux gens qui la composent que, ouais, je pense qu'on pourrait pousser assez loin la réflexion pour que la boîte perdure, quoi. Vous aborderiez le sujet, en fait, tout simplement. Ouais, absolument. Besoin, tension de chacun de nous. Absolument. Quel conseil tu donnerais, toi, Thomas, à une boîte qui est totalement différente de la vôtre? J'en sais rien, moi, par exemple, dans l'industrie.
Basé sur les ingrédients que enfin, tu vois, quand tu parles d'attachement à cette boîte, que tu dis que ça a changé ta vie, que voilà, t'en parles vraiment avec tes tripes, tout président d'entreprise rêve de ça. Donc, ce serait quoi, toi, ton conseil pour justement un attachement, un engagement très fort à une boîte? Ça me donne envie de dire, dans un premier temps, je ne sais pas, tu vois, enfin, en tout cas, j'ai ma réponse, mais Merci de le dire. J'ai pas une prétention quelconque à avoir craqué ce sujet ô combien complexe. Si je peux parler de mon expérience à moi, de ce que ça a amené, je pense que je suis un homme complètement différent depuis que je suis chez Pixis, dans plein de domaines. Dans mon rapport aux autres, dans mes relations, dans la clarté sur ce qui est important pour moi, dans ce que j'ai envie d'accomplir dans le monde, dans mon rapport à l'argent, dans mon rapport à mon travail, dans l'excellence que ça demande, dans l'engagement que je suis prêt à y mettre, dans l'équilibre que je suis prêt à y donner, etc. Je pense que Pixis est venu me questionner et m'a fait grandir sur tous ces sujets. Et donc, pour moi, ça donne une forme de redevabilité à cette boîte qui est complètement irrationnelle, en fait. Parce que je pense que si j'avais pas eu cette boîte-là, je serais une version assez pâle de ce qui je suis aujourd'hui. Et donc, pour moi, il y a ça, c'est comment on peut faire des organisations, des espaces dans lesquels chacun de nous a la capacité de grandir à travers les questions que l'opération de la boîte grandit. Et par grandir, j'entends, est-ce qu'on est capable de donner aux collaborateurs et aux personnes qui la composent les moyens de plonger dans ces conversations-là, à savoir l'espace que ça demande, le rapport au temps. C'est-à-dire que nous, on est capable, une demi-journée par semaine, de ne pas facturer à des clients, ce qui, quand on fait le trait à la fin de l'année, représente un paquet d'euros. Donc pour moi, il y a comment on acte que ça a de la valeur en tant qu'organisation que de permettre aux collaborateurs d'avoir ces conversations-là. Et la seconde, c'est comment on les outille. Parce que c'est une chose de considérer que, ouais, à partir de maintenant, il va y avoir des espaces pour discuter, etc. Ouais, mais le problème, c'est que quand la conversation commence et que dit, moi, j'ai un problème de performance et de X et j'aimerais que X parte, c'est autre chose que de dire, ouais, discutons-en, et c'est autre chose que de savoir en discuter. Et donc, pour moi, investir sur le développement de ces compétences-là au sein des équipes, pour moi, c'est un game changer absolu. Et là, pour moi, le fait que Pixis m'ait offert ça, ouais, ça donne une forme d'attachement qui est complètement dingue, en fait, à cette boîte. En fait, ça soulève la question de que l'entreprise soit autre chose que créateur de valeur économique, mais vraiment créateur de grandissement. Parce qu'en fait, sinon, dans une vie perso, on a rarement l'occasion de se frotter à quelque chose de collectif, de se frotter à quelque chose où on doit produire, où on doit travailler, tout simplement. Donc, en fait, c'est presque d'envisager le travail différemment, quoi. Ça résonne tellement. En tout cas, nous, c'est la raison d'être de Pixis. Nous, c'est incarner de nouveaux possibles. Et c'est ça pour nous. C'est qu'on considère vraiment que ça peut être ça aussi, une boîte. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que nous, notre regard, c'est qu'on oppose souvent rentabilité financière et développement des collaborateurs. Et nous, donc c'est soit la rentabilité ou le développement. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un « et » absolu là-dedans. Et même plus que ça, aujourd'hui, on constate que c'est parce que chacun de nous a pu grandir grâce à Pixis qu'aujourd'hui, Pixis se porte à merveille. C'est parce qu'on a ce regard-là sur ce que peut être l'entreprise qu'on est des consultants qui avons une saveur ou une teinte différente dans nos accompagnements. Et aujourd'hui, beaucoup de nos clients reconnaissent que c'est en partie ce qu'ils sont venus chercher dans le fait de travailler avec nous. Et là, pour moi, c'est un cercle vertueux complètement dingue qui est, nous, ça faisait du sens à la base pour nous que d'opérer Pixis comme ça. Ça nous amène à poser un regard différent sur ce que peut être la finalité d'une organisation. Et c'est ça qui fait que nos clients viennent nous chercher. Et donc là, pour nous, c'est le feu d'artifice, quoi. À quel point on n'est plus obligé d'opposer rentabilité financière et développement des collaborateurs, mais à quel point nous, notre propre développement aujourd'hui est la principale source de différenciation de ce qu'est Pixis et la principale source de revenus de notre organisation. Donc, ouais. Je trouve que ça amène aussi vraiment une position d'adulte, une position responsable de la personne qui travaille chez vous. J'aurais pu te poser des questions autour de c'est quoi l'engagement, c'est quoi chez vous la mixité, comment on bosse chez vous, mais en fait, je trouve que les questions, elles sont même pas pertinentes parce qu'en fait, elles sont même pas à se poser, ces questions-là. Et c'est là que c'est vraiment différent. Et merci, c'est vraiment trop cool que tu amènes ça, Cécile, parce que pour moi, la notion de faire d'une entreprise un espace de développement des individus, je pense que c'est très lié à quel point, en tout temps, on cherche à responsabiliser les gens sur leurs besoins, envies, tensions. Donc, je pense que la question qui est la plus posée dans Pixis, c'est de quoi tu as besoin, en fait. Et donc, plutôt que de définir une règle sur c'est quoi la mixité, on part sur la somme des besoins de chacun des membres de la boîte pour se poser la question de qu'est-ce qui est juste pour nous, à la lumière de tout ça.
Et donc, on préfère se poser la question, encore une fois, qu'est-ce qui est juste sur la base de nos besoins, plutôt que quelle est la règle de la mixité, en fait. Mais non, mais c'est ça, c'est bien pour ça que je me disais, en fait, ces questions-là, elles sont même pas intéressantes dans un fonctionnement comme ça. Et merci d'amener que tout part, et là on revient à la communication non violente, tout part de la capacité que chacun de nous a d'être au clair sur ses propres besoins, notion de responsabilisation, en lien avec la thématique que l'on va aborder. Est-ce que ça peut arriver justement de pas être complètement au clair sur ses besoins ? Je dis ça parce que, tu sais, moi, j'accompagne aussi des gens en bilan de compétences et des fois... Bon, alors, est-ce que ça arriverait dans une organisation comme la vôtre ? Je ne sais pas, mais des fois, j'ai des gens qui sont vraiment perdus sur leur voie, sur qu'est-ce que je vais amener au monde. Par exemple, tiens, je suis en train d'avoir 40 ans et j'ai envie d'amener plus que ça au monde. Et donc, si dans votre entreprise, on avait quelqu'un qui se posait ce genre de questions, qui est plus du tout au clair sur ses besoins, est-ce que vous avez des possibilités de l'accompagner ? Comment vous gérez ce genre de truc ? Ouais, merci pour cette belle question. Écoute, c'est là aussi pour nous la valeur. Puis moi, à la base, c'est ça qui m'a fait tomber, tomber en amour. C'est là qu'on voit que la boîte est québécoise. Tomber amoureux de cette boîte, c'est que elle est composée de gens qui, en plus d'être des consultants incroyables, sont des coachs vraiment très solides. Et donc, c'est quand même un bonheur absolu que de baigner dans un environnement où, en tout temps, tu vois, tu peux faire des demandes d'aide. Je me sens un peu coincé là-dessus, c'est pas clair pour moi. Et soit collectivement, soit individuellement, d'avoir accès à des personnes qui ont une capacité à t'éclairer ou à t'aider à cheminer qui est complètement dingue. Et donc, nous, dans la plupart de nos conversations, il y a toujours au moins un temps où l'un d'entre nous dit ouais, c'est pas clair pour moi, ou tiens, je sens que c'est pas fluide et j'aimerais. Et bah, cool, comment on peut t'aider? Et puis là, ben, le fait que chacun de nous ait des compétences de coach, bah, ça nous aide beaucoup collectivement à avancer, en fait. C'est vrai que là, ça paraît hyper fluide, mais ça veut dire que dans une autre entreprise, on pourrait aussi se dire, bah, former un réseau de coachs en interne, c'est une bonne idée. Bon, là, effectivement, je vais un peu prêcher pour ma paroisse. Évidemment, tu vois, je ne ferais pas ce job si j'y croyais pas, mais ouais, je pense que avoir la capacité que chaque conversation, à minima complexe, puisse avoir le regard ou le soutien d'un coach pour simplement aider à formuler, aider à clarifier, soutenir quelqu'un dans un processus de clarification d'un besoin, pour moi, c'est incroyablement précieux, en fait. Thomas, il me semble que chez Pixis, vous avez une raison d'être. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça vous a amené et ce que ça vous amène au quotidien, d'avoir défini ça ? Nous, c'est un concept qui nous a beaucoup réfléchir, la raison d'être. Et aujourd'hui, on est arrivé à un constat qui est juste pour nous. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est universel, mais ce qui est juste pour nous, c'est qu'on a cherché à la garder la plus vaste possible, dans le but de, comme on le disait tout à l'heure, responsabiliser chacun des membres de Pixis dans la manière avec laquelle ils souhaitent contribuer à cette raison d'être. Donc nous, aujourd'hui, notre raison d'être, c'est incarner de nouveaux possibles de manière à soutenir l'émancipation de chacune et chacun. Ça, c'est notre raison d'être. Et donc, ce qu'il y a de puissant pour nous, c'est que, à la fois, c'est très large, mais en même temps, on est très au clair sur ce que ça veut dire et ce qu'on a envie d'amener dans le monde à travers ça. Pour moi, j'ai l'impression que, par exemple, en faisant du coaching en entreprise et en amenant les concepts dont on parle depuis 40 minutes, moi, j'ai l'impression d'incarner de nouveaux possibles et de le faire au service de l'émancipation des gens qui vont pouvoir avoir accès à ces conversations. Donc ça, c'est on va dire, l'angle le plus évident, le coaching, la formation. Et ce que je trouvais intéressant de te partager, c'est que il y a 2 ans maintenant, l'une de nos collègues a fait le choix d'explorer ce que ça voudrait dire que de bâtir une école alternative sur la base des concepts qu'on a chez Pixis. Avec le constat que c'est un peu bête de changer des adultes pour la faire aller vers ce mode de gouvernance. Et qu'est-ce que ça donnerait que de créer une école qui, dès le plus jeune âge, inculque la notion de responsabilisation, la notion d'autonomie sur les apprentissages, la notion de clarté sur ses besoins, ses envies, ses élans, etc. Et donc, là, c'est poser la question de, oui, mais à la base, on est une boîte de coaching et de formation. Et en même temps, c'est là où on s'est raccroché à, mais en même temps, pour nous, créer une école alternative sur les concepts de l'agilité, c'est clairement une manière d'incarner de nouveaux possibles et de soutenir l'émancipation de chacune et chacun. Et donc, pour nous, c'est là où Pixis est modulaire et s'adapte aux besoins de chacun. Et donc, depuis 2 ans, Pixis soutient, soit financièrement et aussi avec de l'accompagnement en coaching, ce projet de création qui aujourd'hui avance beaucoup et où on en est à se poser la question de est-ce que c'est pour l'année prochaine ou celle d'après qu'il va y avoir une école Pixis. Et donc, ouais, je trouvais ça assez intéressant Pour moi, ça illustre, 1, la notion de responsabilité, 2, la notion de raison d'être très vaste, et 3, la responsabilité que chacun de nous peut avoir sur la manière avec laquelle il souhaite incarner cette raison d'être-là. Ouais, j'avais envie de te partager ça. Toi aussi, tu as une seconde activité ?
Est-ce qu'elle rentre du coup dans cette raison d'être ? J'imagine que oui. Mais... Ouais, absolument. En quelques mots, aujourd'hui, moi, ce qui m'anime, c'est à la fois de coacher des entreprises et des organisations sur ces thématiques-là, de coaching organisationnel avec une teinte très particulière sur l'agilité, qui est mon domaine d'expertise de cœur. Et petit à petit, en fait, au début, avec l'intention de venir étoffer ma posture de coach agile, je me suis intéressé au coaching professionnel et au coaching individuel. Et au début, ouais, c'était juste un moyen de devenir un meilleur coach agile. Et de fil en aiguille, c'est devenu une part significative de mon activité. Et aujourd'hui, c'est à peu près la moitié de mon temps que je passe à coacher individus, managers, dirigeants. Et ouais, j'ai l'impression d'être aligné avec la raison d'être de Pyxis en ayant ces deux activités-là. Ouais. Et peut-être, question qui gratte un peu, pourquoi c'est pas une activité que tu as développée avec Pyxis, ça ? C'est une belle question qui a été au cœur de beaucoup de conversations. On n'a pas encore trouvé une manière qui était juste pour nous d'inclure cette activité-là ou cette offre-là de manière collective au sein de Pyxis. C'est une conversation qu'on enclenche régulièrement et pour l'instant, on n'a pas trouvé de manière juste de l'amener pour nous. Thomas, qui aimerais-tu entendre à ce micro ? Moi, je pense que, en tout cas, j'aurais l'envie d'écouter David Laroche à ce micro-là pour une raison simple. D'une part, parce que c'est un coach que j'estime énormément et aussi parce que je serais hyper curieux d'entendre une personne comme lui partager autour de qu'est-ce que ça donne de passer d'un business qui repose à 100% sur mon nom, ma notoriété, ma légitimité, et d'en faire une marque. En l'occurrence, il a fondé Paradox, et de tout ce que ça implique derrière, la délégation, le faire confiance, créer une structure, etc. Je serais hyper intéressé de l'avoir à ton micro. Eh ben, merci beaucoup. Tu sais que t'es pas le premier à me le dire. Ça me relance d'aller l'interroger. On va essayer de faire en sorte. Je sens que tu vas me donner des coordonnées. Trop cool, avec grand plaisir. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Thomas, sur ces sujets ? Est-ce que quelque chose te passe par la tête ? La première, c'est merci. Déjà, merci de m'avoir donné l'opportunité de discuter, de partager notre vision de ce qui est juste pour nous dans la manière d'opérer. Et aussi, merci de permettre à des gens comme moi de parler et de faire vivre ton podcast pour une raison simple, c'est moi je suis profondément attristé par la forme de fatalisme qu'il y a avec la manière dont on opère les organisations. Et moi ce qui fait beaucoup de sens, c'est à quel point j'ai la conviction que cela pourrait être autrement si on avait plus de clarté sur les modalités alternatives avec lesquelles on peut envisager les organisations. Moi, je passe beaucoup de temps avec des grands comptes et qui disent « Ah, mais en gros, c'est possible ». Ouais, c'est possible. Le fait est que ça ne se sait pas beaucoup. Parce que la norme est aux grosses boîtes, la norme est au management traditionnel et aux organisations standards. Et sans cracher sur ces organisations-là, qui sont pertinentes, puissantes dans certains contextes. Mais merci Cécile de permettre à des organisations alternatives qui posent un autre regard sur la manière dont on peut opérer une boîte que de le faire savoir. Donc, ce serait plutôt de la gratitude de permettre à des gens comme moi de s'exprimer. Merci beaucoup de le dire. Et je te remercie aussi à mon tour pour vraiment ta simplicité, Thomas. Franchement, c'est touchant de voir comme tu as une humilité sur ces sujets, alors que, à mon sens, tu as vraiment une hauteur de vue sur ces sujets qui est assez impressionnante. Donc vraiment, merci pour ton humilité d'en parler si simplement. Merci beaucoup, Cécile. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas. À bientôt!